qu'on peut créer des ponts entre le monde laïque, le monde qui n'est pas forcément connaisseur de ces textes, qui n'a pas eu accès dans les écoles talmudiques ou yeshivot. C'est-à-dire que d'un côté, moi j'ai cette rigueur-là que j'ai appris à la yeshiva, ces connaissances de Talmud, etc. Mais aussi en écoutant le monde extérieur, que ça peut devenir une opportunité pour revoir les textes. Et d'un autre côté, les textes, ils peuvent être un échange avec le monde extérieur pour donner un regard juif, traditionnel et puissant sur la société. Il s'appelle Akiva Zizek, il vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle « Je suis, mais ça ira », réflexion sur la liberté individuelle dans la tradition juive, des questions passionnantes. C'est un livre qui a été édité aux éditions Gilbert Wendorfer. On est ravis de l'accueillir. Akiva Zizek, bonjour, bienvenue. Bonjour Karchi, bonjour chers auditeurs et auditrices. Merci de me recevoir. Bah avec plaisir. Alors, vous êtes un enseignant passionné d'études talmudiques et votre but, c'est vraiment de transmettre, on va dire, votre vision profondément ancrée dans la tradition juive, tout en restant ouvert sur le monde et en parlant d'universalité. Voilà. Bon, évidemment, vous posez la question de la place de l'individu dans ce monde. C'est un livre très riche. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça a démarré? Et bien sûr, on parlera du titre après, parce que Je suis, mais ça ira. Moi, ça m'évoque la Révolution française. Je sais que ça n'a rien à voir, mais quand même. Alors, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'écriture de ce livre? À la base, j'anime des séminaires autour de thèmes, justement, on parlait d'être ancré dans la tradition, mais ouvert sur l'universalité, ouvert sur le monde. Il faut savoir que ce que j'ai appris de mes maîtres, c'est que les problèmes de société, l'actualité, sont des opportunités pour réfléchir sous un nouveau regard des enseignements de la Torah selon la tradition. Et donc j'essaye d'animer des séminaires depuis plusieurs années autour d'un programme qui s'appelle The Talmud Experience, justement sur des thèmes qui sont l'actualité, en prenant les textes de la tradition qui parfois peuvent paraître inaccessibles parce qu'on n'a pas les outils. Je facilite cet accès. J'essaie de rendre ça accessible pour des personnes qui sont même débutants, qui n'ont jamais ouvert un livre de Torah. Et on réfléchit ensemble, je donne vraiment la possibilité d'échanger sur ces textes pour avoir un regard de la tradition juive, de nos sages, sur des problématiques d'actualité. Et donc, suite à un séminaire sur 1 an que j'ai animé dans plusieurs endroits, à Paris, Luxembourg, Marseille, un des organisateurs de ce séminaire, il m'a encouragé à écrire ce livre. Et donc, c'est comme ça que ce livre a vu le jour, suite au premier séminaire qui était sur ce thème, la tension entre individu et collectif. Alors, vous avez été challengé, on va dire, très jeune, parce que vous aviez un grand-père laïque, on va dire, mais passionnant, un intellectuel, avec qui vous aviez des conversations, alors que vous aviez 15 ans, d'un niveau incroyable. Il vous mettait face à vos, face à vos prises de position, à votre vie, puisque vous étiez étudiant à la yeshiva, et ça vous a peut-être déclenché quelque chose, fait comprendre qu'il faut transmettre ces choses-là, et c'est pas du tout évident à faire. Bon, avant mon grand-père, bien sûr, je suis aussi... c'était la tradition aussi à la maison. Oui, bien sûr. Voilà. Pour ceux qui connaissent mon père, les ma Zizek, mère, bien mes sûr. parents, ils étaient déjà dans cette optique. Mais personnellement, c'est vrai que là où ça m'a touché, c'est que j'étais à Bnei Brak, dans une yeshiva un peu élitiste, mais un petit peu, une yeshiva charédite, un petit peu fermée. J'avais 15 ans, j'étais adolescent. Et j'avais comme ça, très fréquemment, ces conversations avec mon grand-père, effectivement intellectuel, très investi dans le Bnei Brit, dans la franc-maçonnerie. Pour lui, il ne comprenait pas ce que vous foutiez à la yeshiva. Il aurait bien imaginé que les choses soient un petit peu différentes. Il m'avait même poussé à suivre son chemin, il m'en avait parlé même. Faire des études, même m'investir dans un militantisme humaniste, il m'en avait parlé. Et c'est vrai que il fallait un petit peu se justifier des enseignements qu'on recevait à la yeshiva. Il fallait essayer de lui expliquer. Et bon, c'était un challenge parce que bon, dans la yeshiva, c'est très technique. On apprend des halachot, des lois, on apprend des sougiotes. C'est vraiment des sujets parfois. Alors c'est vrai que parfois, on peut les tirer vers des enseignements plus humanistes, mais parfois c'est très rigoureux. Et donc j'avais comme ça pendant les soirées des longues conversations avec mon grand-père. Et puis je me suis rendu compte que finalement, en fait, c'est pas si compliqué que ça. On peut très bien vulgariser, ou pas forcément vulgariser, mais traduire ça dans un langage humaniste. Et puis tout d'un coup, je me voyais qu'il n'y avait pas à rougir. On peut tenir ce langage. Et donc ça m'a conduit dans toutes mes activités, dans mes séminaires, puis après dans l'écriture de ce livre, de me dire qu'on peut créer des ponts
entre le monde laïque, le monde qui n'est pas forcément connaisseur de ces textes, qui n'a pas eu accès dans les écoles talmudiques ou yeshivot, et que ça peut être même un vase communicant. C'est-à-dire que d'un côté, moi j'ai cette rigueur-là que j'ai appris à la yeshiva, ces connaissances de Talmud, etc. Mais aussi en écoutant le monde extérieur, on peut se rendre compte, j'ai même appris ça de mes maîtres, que ça peut devenir une opportunité, comme j'essaie de le faire vraiment dans ces séminaires, ça peut être une opportunité pour revoir les textes. Et d'un autre côté, les textes, ils peuvent être un échange avec le monde extérieur pour donner un regard juif, traditionnel, et puissant sur la société. Ça nous manque aujourd'hui dans cette société meurtrie, déchirée dans laquelle nous vivons. Alors c'est terrible. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais déjà les échos de la guerre en Ukraine qui me travaillaient, une guerre comme ça aux portes de l'Europe. Ça me travaillait beaucoup. Voilà, des frontières à l'époque qui étaient facilement franchissables, puis tout d'un coup c'est la guerre, il y a la Russie et l'Ukraine, on ne peut plus franchir, on ne voyait pas tellement de différence entre un pays et l'autre, à part peut-être les différences culinaires et culturelles, mais là tout d'un coup vraiment il y a des pays qui se font la guerre, et puis maintenant après le 7 octobre, ce qu'on vit, c'est terrible, donc je me suis beaucoup interrogé de ma place, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant dans cette réalité. Et malheureusement, avant le 7 octobre, après le 7 octobre, il n'y a pas seulement la guerre, il y a aussi une guerre intérieure, où on a comme ça la société qui se fait violence entre des clans qui s'opposent, pro-Bibi, anti-Bibi, est-ce qu'il faut à tout prix sauver les otages ou alors continuer la guerre coûte que coûte. Vraiment, on a deux clans comme ça qui se regardent. Et moi, ce que j'essaie de proposer dans ces réflexions, c'est de se dire que finalement, si une société, je le dis même dans le livre, une société harmonieuse quand tout le monde est d'accord, c'est pas une qualité, c'est tellement facile. Notre rôle, et j'essaie vraiment d'aborder ces thèmes-là dans ce livre, c'est peut-être pas seulement écouter une personne qui est différente, pas seulement le respecter, mais comprendre que nos différences et nos positions sont finalement un atout pour la société. Et réussir peut-être à faire émerger ensemble un troisième clan. Il y a le clan pour, il y a le clan contre, il y a le clan voilà, avec tout ce que ça comporte. Mais peut-être faire émerger un troisième clan, de dire 2 secondes, on ne peut pas continuer à se faire la guerre intérieure fratricide comme ça, mais peut-être au contraire, émerger un troisième clan qui dirait nous savons que nous sommes en opposition, nous savons que nous avons des désaccords profond, mais nous voulons composer ensemble et nous voulons faire une société qui inclut ces différences et ces oppositions. Alors justement, cette notion d'inclusion, on l'a un peu perdue, on sent qu'on n'arrive pas à le retrouver. Et dans ce livre, c'est très intéressant parce que vous insistez, vous dites chaque individu a sa place, chaque voix mérite d'être entendue. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour vous. Bien évidemment, c'est très essentiel. Et je pense que j'essaie de le développer à travers des textes de la tradition que j'aborde dans le livre. Mais je pense que c'est le message primordial avec lequel le peuple juif s'est créé, s'est fondé. La première action qui est mise en avant d'Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, c'est qu'il s'est opposé à son père et à sa société. Alors vous parliez de « Je suis Messaïra », peut-être c'est un cri révolutionnaire. Peut-être c'était cette première révolution d'Abraham. Ça paraît révolutionnaire, on va couper les têtes. Et c'est un peu bizarre, parce que je m'interroge dans le livre, Abraham, première action de notre patriarche, c'est on pourrait dire, c'est la première chose qu'il va faire, qui va fonder le peuple juif, et c'est des choses qui sont absolument antithétiques avec les valeurs de la Torah. Il s'oppose à son père, il cherche le conflit. C'est très étonnant. Qu'est-ce que c'est que cet acte fondateur d'Abraham en cassant, en s'opposant à son père. Il suit son propre chemin. Il a le courage de le faire. En fait, c'est ça. Voilà. D'abord, il a le courage de s'opposer à tout le monde. On dit qu'il s'appelait Abraham Haïvri, Abraham l'hébreu. Haïvri, c'est Ever aussi. C'est qu'il était d'un côté du monde et il y avait toute la société de l'autre côté. Ou Mever Echad, Ve'em Ever Hasheni. C'est-à-dire que lui, il était d'un côté du monde et toute l'humanité était de l'autre. Mais ce que j'essaie d'aborder dans le livre, c'est que c'est pas juste qu'il voulait s'opposer, c'est pas juste qu'il voulait casser. Il n'était pas juste dans une révolution. Il voulait faire prendre conscience à sa société, qui était une société où il y avait un but collectif, mais totalitaire. Tout le monde devait dire, c'était la société de la Tour de Babel, avec Nimrod qui était l'initiateur de cette société. Et pour le bien de la collectivité, on a écrasé toutes les individualités. Et lui, ce qu'il a voulu faire, c'est
obliger la société à créer un débat et comprendre qu'on ne peut pas être... l'homogénéité, l'unicité n'est pas l'unité. Et donc il a créé cet échange, il a forcé le débat pour qu'on comprenne que chacun, il a absolument sa place et chacun doit être écouté. On peut avoir un projet de société collective, mais ça ne peut pas être sur le compte de chaque individualité. Et le peuple juif entier, il va se créer comme ça. Jacob qui va réunir ses enfants, il va donner une mission à chacun. Les 12 tribus, chacun avec une bénédiction en fonction de son caractère. Et cette mission que chacun va prendre, après dans le désert, quand Moïse va structurer le peuple juif avec les 12 tribus, avec leur campement, etc., il va reprendre justement tous les critères que Jacob a donnés à chacun. Ça veut dire que c'est vraiment la particularité, la singularité de chacun qui est mis en exergue pour composer ce peuple juif et cette collectivité qui est une collectivité faite d'individualité. Alors justement, quand on est le 7e d'une fratrie de 11 enfants et qu'il faut jouer des coudes pour exister, est-ce que c'est ça qui fait qu'on est, on va dire, sensible dès l'enfance à ces réflexions ? Alors, voilà, je suis le 7e fils d'une fratrie d'11 enfants et c'est un petit peu... Alors, parce que c'est dur d'être soi-même. Il faut suivre les grands, il faut défendre les petits. Voilà, c'est pas simple. On n'est ni le tout petit qu'on chérit parce que c'est le dernier, on n'est ni non plus celui qui prend les décisions, les grands qui ont montré le chemin. Donc parfois, voilà, on peut se sentir un petit peu... Donc, c'est des questions que je me suis posées très rapidement. Quelle est ma place ? Et puis après, quand je suis parti à la yeshiva... Parfois, la société israélienne, moi j'ai l'impression que c'est dans toutes les couches de la société israélienne, il y a des étiquettes. Je crois c'est Hadan Ben-Ari qui a fait une chanson sur ça. Wikipédia. Wikipédia, je cherchais le nom, voilà. Wikipédia, on nous colle une étiquette et quand on est dans cette partie de la société israélienne, on doit penser exactement avec tous les critères, tel sujet, on doit avoir tel avis, on doit voter comme ça, Et parfois, on a l'impression que notre place... Donc, il y a d'un côté, voilà, cette place dans la fratrie où on doit chercher notre particularité. Est-ce que j'ai une place ? Est-ce que j'ai une existence en tant qu'individu ou alors je dois suivre le chemin de la famille sans trop me poser de questions. Et puis après, quand on part à la yeshiva, on part en Israël, des fois c'est des questions qu'on peut se poser, mais finalement, quelle est ma place ? Comment je me retrouve dans la société, dans la communauté, en tant que moi-même, en tant qu'individu ? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de ce livre qu'on peut lire, on va dire par chapitre ? C'est vrai que c'est assez dense, donc on n'est pas obligé de le lire d'une traite, on peut y revenir, on peut aller un petit peu à la fin, enfin, c'est ça qui est aussi intéressant. Vous aimeriez qu'on en retienne quoi ? C'est un petit peu comme, je crois qu'à chaque fois bon là c'est un seul livre, mais je pense que quand il y a un auteur qui a écrit plusieurs livres, on lui demande c'est lequel que tu as préféré, on ne peut pas choisir entre ses enfants. Est-ce qu'il y a un passage particulier qu'on peut... je pense que ce n'est pas forcément un passage ou une notion, c'est plutôt l'expérience. L'expérience de... Quand on ouvre ce livre, voilà, j'ai insisté avec mon éditeur, j'ai insisté pour intégrer les passages, les références. J'avais à cœur que ces références se trouvent dans le livre, je les ai toutes traduites. Donc il y a une personne qui ouvre ce livre. Il peut étudier, quoi. Il peut étudier, mais en même temps, c'est aussi une histoire. C'est-à-dire, c'est une histoire, j'essaie de raconter aussi comment moi je m'y retrouve personnellement dans ces questionnements. C'est un petit peu une histoire, mais c'est aussi une étude. Et donc, je propose d'oser faire l'expérience de l'expérience talmudique et d'écouter les textes et de voir comment ces textes sont capables d'avoir un message pour notre société actuelle. Pour nous, en fait, puisque nous aussi, nous sommes tous. Voilà. Et pour ne pas avoir honte de qui nous sommes, en gros, puis assumer qui nous sommes. Peu importe qu'on soit dans telle ou telle frange de la population, de la société, qu'on fasse tel ou tel métier, qu'on défende tel ou tel idéal, on peut être différent tout en appartenant à une certaine catégorie. Voilà, je suis... Mais ça ira. Être, c'est pas un problème. Être, c'est un atout pour la société. C'est un atout pour la collectivité. Et parfois même, on a l'impression dans les débats comme ça qu'il faut un petit peu étouffer notre voix, se censurer pour laisser la place aux autres. Mais moi, je propose autre chose. C'est pas se censurer. C'est exprimer, savoir que l'autre aussi, la personne en face, s'exprime. Et ensemble, on crée un consensus. C'est pas juste en écoutant, en laissant la place. Des fois, on essaie de se parasiter pour laisser la place à l'autre. Non, il faut comprendre que l'autre existe.
Moi, j'existe en tant qu'individu, l'autre existe en tant qu'individu. D'ailleurs, je termine un petit peu sur ça dans le livre. Il y a un passage incroyable dans le Talmud. C'est au temps futur. Le temps futur, ça peut être de nos jours. Hein. Quand on parle des temps futurs, ça peut être notre réalité. Dans les temps futurs, il y a tous les pieux, tous les tzadikim vont faire une ronde en pointant du doigt vers le milieu. Et on dit que Dieu est présent parmi eux. Et eux, ils disent, voici Dieu, nous avons, qui vit nous avons aspiré à ce moment. Et il y a un grand maître ici à Jérusalem qui m'a expliqué ce passage de Talmud. Et je trouve ça incroyable. Je crois que c'est au nom du Tzemar Tzedek, un des rabbis de Lubavitch, de Chabad, qui dit que, en fait, une ronde, on est tous l'un à côté de l'autre et il y a une dynamique. Et je pointe du doigt, quand je pointe du doigt, dans une ronde, je pointe du doigt à la personne qui est en face. Et dans la ronde, aussi, on se déplace. Donc, c'est-à-dire que je pointe du doigt à la personne en face, mais dans la dynamique, je vais me retrouver à la place de l'autre. Et ensemble, quand on est tous ensemble, en ronde, et qu'on pointe du doigt à la personne en face, et qu'on fait cette dynamique, là, il y a la présence divine, et c'est ça les temps messianiques. C'est-à-dire quand on comprend que la personne qui est en face, c'est exactement mon opposé. Mais cet opposé, je vais me retrouver aussi à sa place. Et ensemble... on crée toute cette collectivité. Ça, c'est les temps messianiques. Ça donne une autre vision de la hardoute, parce que la hardoute, on a l'impression qu'on est ensemble. En fait, c'est plutôt se mettre à la place de l'autre. C'est ce que vous êtes en train de décrire. D'être capable de se mettre à la place de l'autre et de penser comme l'autre. Alors maintenant, après, est-ce qu'on est d'accord ou pas, c'est un autre problème, mais c'est un peu ça ce que vous êtes en train de décrire. Il y a une tension entre hardoute et harvout. Hardoute, c'est l'unité, et la harvout, c'est la responsabilité. La responsabilité, ça veut dire que quand on cherche l'unité, il faut aussi avoir une responsabilité. Je ne sais pas si c'est exactement penser comme l'autre, parce qu'à ce moment-là, j'ai plus de particularité. Bien sûr. Donc ça veut dire... comprendre l'autre, en tout cas. Comprendre que l'existence de l'autre, elle est légitime, tout comme mon existence. Donc ça veut dire je dois exister, la personne en face aussi doit exister, et ensemble, nos deux existences, même si parfois peuvent s'opposer, elles font la collectivité. Ouais, c'est très beau, franchement. Ce sont des questions qui nous touchent au plus haut point, vu les 2 ans qu'on a vécu, les 2 dernières années. Puis, en général, de toute façon, ce sont des questions essentielles. Voilà, c'est très, très intéressant. Vous parlez aussi beaucoup de l'intelligence artificielle dans le livre. Alors là, c'est un débat on va dire, qui est en plein cœur de nos vies, puisque l'intelligence artificielle a débarqué. Chacun s'en sert aujourd'hui au quotidien. Donc, pensée unique ou pas, toutes ces questions sont évoquées. Pensée universelle, est-ce que c'est... Bon, bref, c'est vraiment passionnant. Je ne vais pas tout dévoiler ici. Il faudrait quand même que vous achetiez le livre pour vous plonger dans cette réflexion vraiment très intéressante d'Akiva Zizek. Vous pouvez acheter bien sûr le livre sur Amazon. Il y en a quelques-uns au fil d'Ariane chez Kalita, et vous pouvez aussi le commander directement aux éditions, j'imagine. Oui, à Jérusalem, si vous pouvez le trouver à Galia. À Galia. Et vous pouvez le trouver sur les éditions Van der Fer, sur le site internet de... Et normalement, il est référencé dans toutes les dans toutes les librairies françaises, parce qu'il est rentré dans le référencement librairie. Eh ben, ça, c'est formidable. Donc voilà, vous savez où l'acheter désormais. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. Franchement, bravo pour ce travail qui a dû vous demander beaucoup de temps. Parce qu'il y a beaucoup de précision. Il y a des choses vraiment très claires. On sent que vous avez mis beaucoup de soin à l'écrire. Vous n'avez pas fait les choses n'importe comment. Et ça, bravo pour ça. Merci pour nous. Merci de m'avoir reçu. Merci pour cet échange. Avec plaisir, on se retrouvera probablement, pourquoi pas, pour votre prochain ouvrage. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt.